Bertrand Tachinda, finalement, le Conseil de sécurité a rejeté donc ce samedi le projet de résolution présenté par la Russie. Est-ce que c'est une manière indirecte de l'ONU de dire qu'elle est complice de ce qui se passe en Syrie? Disons que le secrétaire général de l'ONU, Bachir, c'est un cadre administratif, c'est-à-dire que c'est un petit salarié de l'ONU. Il n'a aucun pouvoir. Les enjeux se jouent au Conseil de sécurité et souvent à l'Assemblée générale. Mais à l'Assemblée générale, ce sont des questions d'ordre général, comme on le dit. Oui. Donc au Conseil de sécurité, c'est le Conseil de sécurité qui prend des mesures répressives, qui peut même donner l'aval d'aller faire la guerre. Mais au Conseil de sécurité, il ne peut pas y avoir d'unanimité là-dessus, parce que véritablement, c'est un grossier mensonge. Bachir, ici, pour moi, il faut juste relever les enjeux. Il n'y a plus le temps. Très bien. La première des choses, c'est de savoir les origines de la guerre de Syrie. Vous savez comment on va nous expliquer les origines de la guerre de Syrie? Gros mensonge. On va expliquer que M. Bachar n'étant pas démocrate, les populations souffraient, et bien des démocrates vont mener une manifestation au printemps 2011 pour demander beaucoup plus de démocratie. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont demander beaucoup plus de démocratie et Bachar va mater son peuple. Et quand Bachar va les écraser, eh bien, de plus en plus et de proche en proche, les Syriens vont demander de la démocratie. Voici les origines de la guerre. C'est-à-dire qu'on explique tout simplement que c'est une contestation intérieure contre Bachar pour avoir de la démocratie. Mais là où je veux même aller plus loin, c'est de dire que Bachar a été piégé. Piégé par le fameux mot qu'il donne à tous les chefs d'État. Quand ils veulent vous faire un coup d'État, c'est-à-dire que soyez un rénovateur. Soyez un rénovateur. J'explique en deux mots. La Syrie sera un protectorat français. Ils vont avoir le même statut au sein de la SCDN et de l'ONU comme nous au Cameroun, de 1920 à 1946. La Syrie obtient son indépendance en 1946. Quand elle obtient son indépendance, les Occidentaux et la France se rendent compte que la Syrie, en fait, a deux gros atouts, des richesses et une position géostratégique extrêmement enviable. Extrêmement enviable. Et pendant que la France va administrer la Syrie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une forte régionalisation confessionnelle. C'est-à-dire qu'elle va créer en quelque sorte, c'est-à-dire la Russie sera un peu comme un État entre guillemets fédéral. Vous aurez l'État d'Alep, l'État du Jebel Druze, les États alouites et l'État de Damas. Donc, et en même temps, elle va jouer sur ces antagonistes-là, c'est-à-dire que c'est différent. Comment je vais dire que régionalisation confessionnelle vont reposer sur des entités politiques qui vont se faire la guerre. Et à chaque fois qu'au sein d'un pays, il y a différentes entités politiques sur lesquelles la France peut jouer sur des contradictions, eh bien, elle profite de ça pour mettre le pays à feu et à sang. Un exemple, Rwanda, Burundi, Hutu, Tutsi. On explique au Burundi que les Hutus sont intelligents. Les Tutsis sont intelligents, les Hutus sont des idiots. Pendant qu'on donne le pouvoir aux Tutsis, eh bien, on donne les armes aux Hutus. Au Cameroun, la France va constamment chercher à jouer sur une confrontation nord-sud. En Côte d'Ivoire, elle va nous créer une histoire de djoula et de chrétiens. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il paraît qu'on gouvernait contre les djoulas. On va nous faire apparaître Ouattara. Donc, c'est ce que la France va faire en Syrie. Et quand l'indépendance arrive en 1946, elle va le donner à des pantins qui vont s'agenouiller, en quelque sorte, sur les intérêts des Occidentaux. Sauf qu'en 1970, arrive un officier brillant, le père Assad. Il fait un coup d'état militaire en 1970. Il restaure véritablement l'unité du pays et il impose le parti unique, le parti Bast. Et le parti Bast syrien va reposer en fait sur une devise qui revient en trois mots. Liberté, unité, socialisme. Pas différent de notre UPC. Liberté, unité, souveraineté. Voilà le père Assad. Et d'une main de maître, effectivement, il va gérer, il va réussir à contenir toutes ces contradictions au sein de la Syrie. Sauf qu'il est alaouite. La Syrie, c'est 22 millions d'habitants. 90% de musulmans. 10% de chrétiens. Et sur les 90% de musulmans, vous avez 17% d'alaouites. Laouites. Et le reste sont des sunnites.
Donc, en quelque sorte, il appartient à une minorité qui va devenir en quelque sorte dominante. Du fait qu'ils sont au pouvoir, il va faciliter l'intégration de certains alawites au sein de l'armée et dans la haute hiérarchie administrative. Voilà les contradictions sur lesquelles va arriver la Syrie. 2000, le père Assad meurt. Le fils arrive, on lui vend ce qu'on fait à tous les successeurs en quelque sorte quand on veut infiltrer, exploser le pays. Monsieur, soyez un rénovateur. Et il va tomber dans ce piège. Il va faire une certaine ouverture sur le plan économique et surtout sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il va demander même de mener une grande réunion, concertation politique pour voir comment est-ce qu'il peut avoir une confrontation et en fait une confrontation d'idées sur le plan politique. Voilà comment on va profiter de ça pour importer les djihadistes d'Irak, armer les djihadistes d'Irak pour aller lui faire un coup d'État et prendre le pouvoir. Voilà véritablement les origines de la guerre de Syrie. Et qu'est-ce qui se passe alors maintenant? Une fois qu'on l'a fait, eh bien, vous avez un certain nombre d'alliés qui disent niet. Pourquoi ils disent niet? 1. L'Union soviétique a toujours été un allié du père. 2. Quand les États-Unis et le monde occidental vont imposer une guerre au Mollah, vous vous souvenez de la guerre Irak-Iran, le seul pays du Moyen-Orient qui va soutenir l'Iran sera la Syrie. Le seul. Tous les pétromonarchies vont véritablement financer cette guerre. La troisième des choses, c'est qu'en 1967, la Syrie arrive à arracher ce qu'on va appeler le plateau de Golan, infliger la première défaite entre guillemets à Israël. Donc la quatrième raison, plus une raison économique, eh bien en 2010, retenez bien la date, l'Arabie Saoudite, les Émirats vont demander à la Syrie de laisser passer les gazoducs sous son sol pour déboucher en Turquie, pour alimenter en quelque sorte le monde occidental en termes de gaz. Parce qu'ils estiment que la Russie leur fait du chantage avec Gazprom. Donc ils demandent de le faire. Eh bien, la Syrie refuse et accepte plutôt un projet de gazoduc qui part de Téhéran pour déboucher en quelque sorte en Syrie, alimenter le monde occidental. Comme par hasard, en 2011, la guerre de Syrie commence. Coïncidence bien curieuse. Donc, vous voyez que dans tout ce contexte-là, véritablement, effectivement, on se rend donc compte que cette guerre a été préparée, planifiée, organisée, mise en fait en action. La chose qu'il faut retenir ici, pour moi, première des choses, c'est que c'est la fin terminée de l'hégémonie occidentale blanche sur les affaires du monde. Et c'est ça, Bachir, qui produit ce qu'on appelle les centres au Maroc qu'on a envoyés. Ils ne l'acceptent pas et ils ne le conçoivent pas. Surtout que 2 semaines avant cette histoire-ci, il y a eu une réunion à Sochi où on siégeait les vainqueurs de la guerre, en fait, de Syrie. C'est-à-dire qui concerne Poutine, le Hezbollah, et les Occidentaux ont du mal à considérer que ce mouvement peut être retenu parmi les vainqueurs. A siégé également la Chine et a siégé la Turquie, qui a une position assez ambiguë dans cette histoire. Déjà, la Turquie a soutenu les frappes parce que la Turquie aurait bien aimé ce projet de gazoduc. Quand vous acceptez un projet de gazoduc, vous avez un certain nombre d'avantages. Le premier avantage que vous avez, Bachir, c'est que vous avez les royalties. Beaucoup de millions et de milliards de dollars tombent dans vos caisses. La deuxième des choses, c'est que vous avez ce qu'on appelle un impôt de transit. Le Cameroun a cet impôt avec, en fait, comment on va dire, le gazoduc qui part de Doba jusqu'à Kribi. La troisième des choses, c'est que vos entreprises et votre État peuvent prendre des participations dans le gazoduc. Vous êtes partenaire dans le gazoduc. La quatrième des choses, vous êtes en position de force parce que vous pouvez fermer les robinets. C'est-à-dire que vous pouvez dire à un moment donné que ça ne passe pas, je bloque les robinets. Donc, effectivement, le fait que le projet ait échoué, effectivement, la Turquie a perdu énormément et que le projet a été accepté, c'est-à-dire le projet de gazoduc iranien. En même temps, la Turquie a des contradictions internes. Quand on leur balance une adhésion à l'Union européenne et un peu d'argent, un peu d'armes, une petite bise du chef de l'État et un tapis rouge à Paris, eh bien, son chef d'État, en fait, prend des positions relativement... Et quand vous évoquez ça, ce matin, on a encore parlé de ce projet d'adhésion à l'Union européenne. Vous comprenez donc pourquoi il a applaudi des 2 mains. Il a dit que très flatté de pouvoir intégrer. Et par contre, quand il a fallu véritablement, et c'est-à-dire que quand il s'est rendu compte que ces djihadistes qui attaquaient Bachar ont fait une forme de connexion avec ces Kurdes qui réclament une indépendance dans le Kurdistan, vous avez vu que très vite il était déjà proche de Poutine pour demander à ce que véritablement on extermine cette histoire. Donc, première des choses, la fin de l'hégémonie blanche occidentale sur les affaires du monde. Terminé. C'est-à-dire que des nouvelles puissances, des nouvelles émergentes peuvent dire que sur ce modèle de configuration-ci, niet.
Et cela ne se passe pas comme ça. Ils en ont l'argent. La Chine a des liquidités à n'en plus finir. Ils ont la technologie militaire et surtout, ils ont 2 à 3 bombes atomiques. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que l'Iran aujourd'hui détient l'arme nucléaire. Donc voilà en quelque sorte, Bachir, rapidement pour passer la parole au président Bandakani, ce qu'on peut dire dans cette histoire. Donc on voit que les origines de la guerre de Syrie expliquent en quelque sorte, c'est-à-dire ce petit jeu d'artifice, ce petit feu d'artifice qu'ils ont organisé il y a de cela 3-4 nuits concernant les affaires syriennes. Merci. On ne peut plus dire, c'est fait, comme l'a dit Bibou Nissa, la victoire est actée. Maintenant, il faut s'asseoir véritablement pour penser effectivement la Syrie nouvelle. On parle de 40 milliards de dollars de reconstruction. 40 milliards de dollars de reconstruction. La dernière des choses, il faut dire aux Africains le prix à payer pour avoir la souveraineté. 500 000 morts. Près de 500 000 morts, près de 11 millions de Syriens déplacés. La Russie a la population du Cameroun. Donc quand des gens ici, la Syrie, ne veulent pas mourir, mais veulent aller au paradis, il faut voir le sacrifice. C'est-à-dire que la Syrie est un pays à l'échelle, comment je vais dire, en termes de superficie et de population comme celle du Cameroun. Vous imaginez 11 millions de Camerounais déplacés et 500 000 morts. S'il le faut, payons le prix pour avoir la souveraineté sortie du franc CFA. Donc apprêtons-nous à une guerre avec la France pour déchirer cette histoire du franc CFA. Acceptons les sacrifices qui vont avec. Merci Bertrand Tachinda. Président Bandakani, quand on a dit ça, je ne sais pas, j'ai plus de questions. Vous avez la parole. D'abord, je voudrais rendre hommage à la Syrie et au peuple syrien. C'est un grand peuple dans l'histoire, dont les traditions s'enracinent dans l'aube de l'humanité. C'est un peuple dont l'histoire rencontre les tréfonds spirituels de toute l'humanité. La Syrie, c'est un grand pays. Ça a toujours été un pays géopolitique. Les fondements de la Syrie ont toujours été géopolitiques. Et le destin du monde s'est souvent joué à Damas. C'est historique. Je voulais rendre hommage à ce peuple et à son président. Je voulais apporter mon soutien. Parce qu'il faut le faire dans un monde où on diabolise Bachar, où on le diabolise pour le rendre infréquentable. On veut faire croire que si tu dis que tu avais Bachar, tu es au banc de la civilisation. Les patriotes africains et les panafricanistes doivent être au premier rang pour soutenir Bachar. Et affirmer que Bachar, en termes de leadership, au-dessus de tous les dirigeants occidentaux. Je dis bien, il est au-dessus de tous les dirigeants occidentaux, en termes de valeur, en termes de qualité. Parce que c'est un patriote qui se sacrifie pour défendre son pays. Ce que beaucoup d'Africains ne savent pas faire. Comme dit mon ami Parfait. Je voudrais saluer la Syrie et son président. À la suite de Bertrand, je voudrais dire, parce qu'il faut toujours partir aux origines de ce conflit. Sinon, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que l'Occident, les hommes politiques occidentaux et les médias aux ordres sont dans une dynamique, et c'est malheureux pour les peuples occidentaux, de chrétienisation des populations européennes. Par une propagande la plus... C'est-à-dire, on ne peut pas définir ça. Le mensonge, le poison. Les populations européennes sont tellement empoisonnées que nous ne savons plus si l'humanité peut espérer encore un sursaut de ce côté-là. C'est pour ça que l'enjeu de cette guerre, ce n'est pas seulement un enjeu géopolitique, c'est un enjeu de civilisation. Parce que la civilisation a basculé. C'est-à-dire, la civilisation nous appelle. La civilisation est en train d'errer. Elle erre. Elle a besoin de retrouver un réceptacle où elle doit atterrir. Ça ne peut plus être en Occident, s'ils n'ont jamais été civilisés un jour. C'est de cela qu'il s'agit là-bas, en Syrie. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes très sérieux, Bachir. De quoi s'agit-il? Bachir, imaginez-vous aujourd'hui que, alors qu'en France aujourd'hui, les conflits sociaux sont pratiquement à leur paroxysme, et qu'alors nous parlons, on est en train de déguerpir les populations dans une région de la France, j'ai oublié le nom. Et là-bas, c'est une quasi-guerre. Les gens se sont constitués ils lancent des cocktails Molotov et les soldats même tirent sur ces gens. Imaginez-vous que la France était un petit pays et qu'une puissance, parlons comme ça, comme l'Ouganda ou le Cameroun se lève et dit que bon, ok, comme c'est comme ça, je viens vous démocratiser.
C'est exactement ce qui se passe en Syrie. Je viens vous démocratiser parce que j'estime que M. Macron, c'est un feignant, ce qu'il est même d'ailleurs. C'est un feignant, il ne sait pas diriger son peuple. Vous êtes en train de massacrer les gens qui sont installés là-bas. Nous, on vient les protéger. Et on commence la guerre. C'est de cela qu'il s'agit en Syrie. Et j'ajoute un plus à ce qu'a dit Bertrand. Le psychopathe rabougri qu'on appelle Sarkozy. Quand il était président, il allait dire à M. Bachar, donne ta banque centrale à cette famille de vampires qu'on appelle les Rothschild. Si tu ne le fais pas, on me traite ton pays à faire à ça. Les vidéos existent. Bachar dit, je ne le ferai pas. Et voilà son pays. Donc nous avons un problème dans ce monde. C'est que comment est-ce que les humains peuvent être dirigés par des gens comme Donald Trump? Un fou. Je dis qu'un fou. Alors, président Badr Qui Kani. viole les femmes. Je dis que c'est un Bien fou. sûr, Oui, bien oui. sûr. Ne m'arrêtez pas. Bien sûr, Oui. bien sûr. Parce qu'on ne peut pas compter ce qu'on inflige à la Syrie. Si ça ne vous révolte pas, vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas moyen. S'il y avait les moyens, si c'était possible, moi j'aurais pris des armes pour les défendre de la Syrie. Je n'en ai pas simplement les moyens. Parce que ce qu'on fait à la Syrie est inacceptable pour tout homme sensé. Lâchez. Le problème du monde, c'est que nous sommes dirigés par des gens comme Trump. Des gens comme la salope qui est là-bas en Grande-Bretagne. Et que dit alors? Président, Je m'interromps. non, président Badr Kani, on va un peu se calmer. On va un peu se calmer. Me calmer. On va un peu se calmer. Vous, On va essayer. les Je vous en 500 prie. 000 morts en Syrie. Je vous en prie. Et pendant ce temps, ceux qui l'ont causé diabolisent le président syrien matin, midi, soir. L'appellent assassin. Au point où M. Trump l'a appelé animal. Vous me demandez de me calmer? Monsieur Trump l'a appelé animal. Vous n'êtes pas un animal. Allez, on ne va pas le faire comme ça. Alors, donc, le problème du monde, c'est d'être dirigé par des gens comme les Macron. C'est le mari de Rihanna. Ça se comprend. Dirigé par des trucs comme l'Union européenne. Ne parlons pas de l'ONU. L'organisation de bandits et de criminels. De bandits et de criminels. Voilà le problème du monde. Et tu ne peux pas régler ça, mais il faut se taire, aller se cacher quelque part. Il faut arrêter de venir déranger les petits, comme vous appelez, dictateurs africains. Le défaut du monde, c'est celui-là. Pendant combien de temps on peut tolérer que le monde soit entre les mains des gens comme ça? C'est de cela qu'il s'agit, M. Bachar. Des gens qui mentent en plein jour et versent le sang de millions d'innocents et se présentent en donneur de leçons. Ils prennent des grands airs, ils font des réunions, ils disent qu'ils sont la conscience de l'humanité. C'est-à-dire que M. Macron se présente comme étant une conscience de l'humanité. M. Bachar. Pendant qu'on est en train de dire qu'on a gazé quelques populations là-bas, en Syrie, le royaume le plus obscurantiste de cette terre, qu'on appelle l'Arabie Saoudite, est en train d'organiser un génocide au Yémen. On ne dit rien. Aucun média ne parle de ça. Aucun média. Parce que la France, à genoux, a besoin des contrats de ce monsieur qu'on présente maintenant comme un moderniste. Et pourtant, le Yémen est sunnite comme eux. Mais bien sûr. C'est ce qu'on ne comprend pas. Mais c'est de ça qu'il s'agit. L'argent, M. Bachar. L'argent. On est pratiquement à plus de 10 000 morts au Yémen. Ils bombardent, ils tuent. Bush, Trump, le fou, il ne dit rien. Il ne dit rien. La France de M. Macron, ce pays de merde, il ne dit rien. L'Union européenne ne dit rien. Et l'ONU alors de M. Guterres, l'ONU, ils ne disent rien. Mais ils ont les yeux rivés sur Bachar. Matin, midi, soir, Bachar a fait comme ça, Bachar a fait ça. Ils ne peuvent pas parler sur la question du Yémen, puisqu'ils viennent encore de signer un contrat d'intention, je crois. C'est ce qu'on dit intention. Non, mais c'est plus que les contrats, vous êtes gentils. Les contrats sont la face, sont la face visible. Ouais. L'Arabie Saoudite a corrompu pratiquement toutes les élites, entre guillemets, de cette terre. C'est vrai. C'est là qu'il s'agit. Oui. Quel président américain peut parler à un roi saoudien? Ils sont corrompus, il y a les dossiers. Oui. Cette dynastie fonctionne comme ça. C'est de cela qu'il s'agit. Hein? Le show de Rihanna, là, il veut sa part, c'est tout. Il veut sa part, c'est tout. Pour aller jouer la vie avec Rihanna. C'est de cela qu'il s'agit, M. Bachar. Alors, on nous a parlé, il faut parler des armes chimiques. Il faut comprendre le lien. Ça a commencé à Londres. Et on a dit que c'est un jeu. J'ai ici avec moi un document haute important diplomatique. Les 14 questions que l'ambassade russe à Londres a envoyées au ministère britannique des Affaires étrangères pour qu'elle révèle les détails de l'enquête sur l'empoisonnement par agent neurotoxique de l'ancien agent double. C'est bien trippant, ces documents. Alors quand vous le lisez,
vous n'avez pas me demander de me calmer. Parce qu'on ne peut pas continuer à accepter ça. Que les gens jouent comme ça avec nous, avec notre monde. Je n'ai pas le temps de lire les 14. Qu'est-ce que ça dit en résumé? Ça dit deux choses en général. On a encore 5 minutes, vous en faites pas. Ça dit ceci. Ça dit que ce sont les gens qui accusent la Russie qui ont empoisonné le truc. Je vais te le document, je n'ai pas le temps de lire. Mais il y a plus grande affaire. Vous vous demandez ce que le seul pays européen qui est impliqué à fond avec les Britanniques dans la soi-disant enquête, c'est la France. Qu'est-ce que la Russie va demander ceci? Question 5. Qu'est-ce que la France a à voir avec cet accident impliquant 2 citoyens russes au Royaume-Uni? La Russie demande aux Britanniques de nous dire qu'est-ce que la France a à voir dans une affaire qui implique 2 citoyens russes chez vous. Faites le lien avec cette affaire. Ils étaient déjà arrangés depuis, parce que c'est la France qui organise cette affaire d'armes chimiques en série. Depuis au moins c'est bientôt 10 ans. C'est la France. Et il faut comprendre que ce pays de merde fout en série avec les affaires d'armes chimiques. C'est la France qui organise cette affaire. Vous allez écouter le discours du fou d'Amérique. Quand il parle, il fait ses tweets de 1 heure. Son état-major dit qu'on n'a pas de preuves. L'état-major le dit, non, on n'a pas les preuves, La première ministre, s'il faut l'appeler comme ça, l'histoire qui est à Londres là, quand elle fait son discours, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que nous n'avons pas de preuves. Mais ça n'a pas empêché d'aller... Elle dit ceci, ils n'ont pas honte. Hein. Oui. Femmes comme hommes, ils sont pareils, ils sont anormaux. Donc elle dit ceci, nous n'avons pas de preuves, mais nous considérons que c'est Bachar qui est responsable. Et du coup, on amène, on lance la Non, j'arrive. Ouais. Vous connaissez le seul président qui dit qu'il a les preuves? C'est la France. C'est le type là. On appelle Macron. C'est lui. On lui demande, il dit oui, nous avons les preuves. Alors les preuves, c'est que Macron a dit oui. Point. Les preuves, c'est que Macron a dit oui, j'ai les preuves. Oh, on s'en va demander. Mais quand c'est comme ça, il faut quand même qu'on se pose des questions. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Il faut arrêter ça. De quoi est-ce qu'on parle, Bachir? Et ils sont allés bombarder. Alors, M. Bachir, donc ça doit être clair. Cette affaire d'armes chimiques, ce sont les Occidentaux qui lancent, qui simulent, parce qu'après ils ne lancent même pas. Ce sont des montages. Ce sont des films, ils montent des séries. C'est un scénario qu'ils montent. Et cette image, voilà pourquoi personne ne peut authentifier. Dès que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a dit, nous on atterrit à Damas samedi, et M. Bachar a dit, vous êtes les bienvenus. Ils ont précipité pour tuer la mission, Bachir. Voilà le monde dans lequel on vit. Ils vont s'asseoir à l'ONU, ils vont donner les leçons aux dirigeants africains, pour donner les leçons en termes de civilisation. C'est le défi de l'humanité aujourd'hui. La civilisation est, M. Bachir. La civilisation est. Les gens qui ont longtemps revêtu le masque de la civilisation, c'est un masque qu'ils ont revêtu. Aujourd'hui, on a un drame, c'est qu'ils ont réussi à nous faire croire que nous pouvons les compter parmi les humains. Et nous avons longtemps cru qu'on pouvait marcher avec eux. Et qu'on pouvait partager quelque chose de commun. La vérité qui est due à cette époque, c'est que plus le masque tombe, on se rend compte qu'on a affaire à des faux humains. Des gens qui ont l'apparence humaine, mais qui, au fond, sont des animaux. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'il faut être un animal pour faire ce qu'on fait là. Tuer 500 000 personnes qui ne vous ont rien fait. Sans avoir une conscience. Et que rien ne vous gêne. Vous dormez chez vous, vous avez des gens comme Rubinsky, hein, ce voyou, c'est-à-dire un véritable idiot voyou qui raconte n'importe quoi sur France 24. N'importe quoi. Spécialiste des affaires internationales. C'est bizarre. Dans ce média hautement déontologique, quand ce voyou parle, regardez bien à France 24, quand il parle, il est toujours seul. Oui. Toujours seul. Pas de contradiction. Les questions géopolitiques, toujours seul. Ce n'est pas le fait du hasard. Et les Africains disent, et vous ne verrez aucun Africain à leur dire, il faut un débat contradictoire. Déontologie. Déontologie là-bas, non. Il est toujours seul. Oui. Il assène des vérités, selon lui, qui sont indigérables, qui heurtent notre conscience. Donc, Bachir, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, une fois de plus, les Africains sont placés devant cette réalité historique. Il n'y a pas de droit international. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. L'ONU, Lénine avait dit ça depuis, repère de brigands, c'est le nom qu'il a donné. C'est un repère de brigands. Vous y avez
3 brigands de haut niveau, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Alors, si vous coopérez avec des brigands, ça n'engage que vous. Il n'y a pas de droit international d'acheter. Au-delà de ce qu'a dit tout à l'heure mon ami parfait, un des enjeux majeurs, c'est ce que la guerre de Syrie indique, entre autres, la fin de l'ordre issu de Yalta, cette fameuse conférence après la Deuxième Guerre mondiale, qui a dessiné le rapport de force géopolitique dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Cet ordre ne tient plus, c'est fini. Il faut donc négocier un nouvel ordre mondial. Il y a 2 camps, comme ça, qui s'affrontent. Le camp occidental veut reconduire un nouveau Yalta, c'est-à-dire une nouvelle conférence de Berlin. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez de l'autre côté les Russes et la Chine qui, pour leurs intérêts vitaux, estiment que ce n'est plus possible. Alors, les deux, dans cette affaire, il y a 3 là qui ont les moyens, entre guillemets, de se défendre. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Alors, vous avez à l'intérieur 2 tintins qui dérangent. 2 caniches. Vous avez un pays comme la France qui, dans cette affaire, contrairement à ce que vous croyez, joue son rapport à l'Afrique. Parce que M. Macron, qu'est-ce qu'il s'en va faire en Russie? Pourquoi il passe son temps à flatter Poutine? Il est en train de dire à Poutine, viens, on s'entend sur l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Tout le problème de la France, c'est ça. Parce que si la France n'a pas l'Afrique, elle n'a pas à dire dans le monde post-Yalta. Qui se joue là? Et maintenant, qu'est-ce que l'Afrique doit donc faire? Vous dites? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire? Recommencer ce que nous avons fait dans les années 50. Les guerres de libération. Je dis bien les guerres de libération. Je n'ai pas dit les guerres de libération. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, comme tout à l'heure, quelqu'un l'a dit avant moi, nous ne sommes pas encore. Heureusement que ça va se passer comme ça. Nous sommes là. On est seulement en train de monter en puissance. On est en train de blaguer. Hein? Parce que comme on prépare, c'est la guerre. On est encore en train de sensibiliser. Parce que le but, c'est de lever les armées. Pour faire la guerre à nos ennemis. C'est de cela qu'il s'agit, Bachir. C'est quoi? Donc pour l'instant, on est en train de s'amuser. C'est une transition. On caresse encore les présidents, on parle. Parce que bon, il faut faire avec. Mais quand on va atteindre le point G, mais c'est la guerre, c'est les armes qu'on va prendre. Ce sont les armes qu'on va prendre. Vous voyez qu'avec la France, ça sera fini comment? C'est pas avec le dialogue. Est-ce qu'on parle avec Macron? On lui fait la guerre, point. Et il se plie, point. C'est de cela qu'il s'agit. Et on ne échappera pas à ça. On ne peut pas rêver. Donc nous sommes dans une dynamique pédagogique. Mais nous savons ce qu'il faut faire. Et on va le faire, on a le moyen de le faire. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Monsieur Macron dans tout ça, et la France avec ses gaz chimiques, par là nous sortons. Là-bas en Syrie, je suis en train de terminer. Oui. Tout ça, c'est l'Afrique. Macron veut amener la Russie et la Chine à parler Afrique avec la France, pas avec les Africains. Comme lors de des 2 premières guerres mondiales. Je terminerai, Bachir, en convoquant 2 choses qui m'ont beaucoup marqué. Est-ce que vous avez suivi la réaction d'Amnesty International? Non. Si, ils ont réagi. Alors ouvrez bien vos oreilles. Amnesty International a dit ceci. Non, il faut minimiser les pertes civiles. Donc, c'est-à-dire, si les pertes civiles, ce n'est pas grave. Parce que tant que c'est Bachar et la Syrie, les dégâts civils, n'est-ce pas, ne sont pas graves. Et ils vont envoyer leurs fillettes et leurs idiots représentants venir parler ici des droits de l'homme. Un jour viendra où c'est leur tête qu'on va couper ici sur ce continent. Merci, Président Bandakani. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission.